D'une manière ou d'une autre, une tragédie s'est produite à Gaza, à Khan Younes. Un garçon de 14 ans a été tué par des Israéliens et l'ONU a publié un rapport à ce sujet. Voici ce qu'ils ont déclaré. Trois questions aujourd'hui pour le peuple israélien. Un garçon de 14 ans a été abattu par une patrouille militaire israélienne alors qu'il sortait de chez lui. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucun combat en cours. Il a été touché, grièvement blessé, et il est resté allongé au sol. Autour de lui, une compagnie de soldats israéliens discutait. Certains fumaient peut-être. Pendant environ 45 minutes, alors que ce garçon de 14 ans se vidait de son sang, sa mère a essayé de sortir de la maison pour aller le secourir. Elle a été prise pour cible par la patrouille israélienne. Quel genre de personnes sont vos soldats pour laisser un enfant de 14 ans mourir ainsi pendant 40 à 45 minutes? Quel genre de personnes sont vos chefs militaires pour avoir créé une culture où des soldats se sentent libres d'agir de cette façon? Et quel genre de personnes sont vos dirigeants quand ils donnent des ordres, quand ils font des déclarations? Les conclusions de la Commission indiquent qu'Israël vise les enfants pour affaiblir la vitalité démographique et priver le peuple palestinien de ses droits. Sur la base de toutes les preuves recueillies, le rapport établit des conclusions juridiques et affirme que les autorités israéliennes et les forces de sécurité israéliennes ont délibérément pris pour cible et tué des enfants palestiniens, détruisant ainsi leur enfance. Les autorités israéliennes et les forces de sécurité israéliennes sont tenues pour responsables de crimes contre l'humanité, notamment de persécutions et de crimes de guerre dans la bande de Gaza, ainsi que de crimes de guerre en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Le rapport publié aujourd'hui vient renforcer nos conclusions sur le génocide. Je suis avocat, donc je ne peux parler que d'un point de vue juridique. Il n'y a absolument aucun doute. Quiconque lit le rapport publié aujourd'hui ne peut qu'en conclure que toutes les normes juridiques internationales ont été violées par les actions des autorités israéliennes envers les enfants palestiniens. Et ces autorités doivent rendre des comptes. Oui. Oui, non, c'est horrible. Ce sont, vous savez, le genre d'atrocités que les Juifs disent avoir subies de la part des nazis. Et maintenant, au lieu de tenir leur promesse du « plus jamais ça », les voilà en train de refaire la même chose, de la manière la plus brutale et la plus inhumaine qui soit. Et ensuite, ils s'étonnent de perdre du soutien aux États-Unis. Il y a donc une forme de karma là-dedans. Mais ce genre de karma ne remplace pas la douleur et l'horreur de voir un garçon de 14 ans être tué de cette façon. C'est honteux. Oui, nous avons reçu l'ambassadeur d'Israël, Danny Danon. Il dit « J'appelle le bureau du secrétaire général à lancer une enquête officielle sur les préjugés anti-israéliens parmi les responsables de l'ONU et dans les rapports de l'ONU. Une enquête sur la manière dont l'antisémitisme est banalisé. Ce qui m'étonne vraiment, c'est que, vu la façon dont Israël agit, au fil du temps, de plus en plus de gens se demandent « Mais qui sont ces gens ? Quel est leur véritable objectif ? Parce qu'ils se cachent derrière l'antisémitisme. Et presque tous les Juifs que je connais condamnent Israël. » Exactement. Chaque Juif. En gros, chaque Juif que je connais. Chaque ami Juif que j'ai dans ma vie. Et ces gens-là, franchement, ils sont complètement hors d'eux. C'est incroyable. Eh bien, il y a ici, aux États-Unis, un médecin juif très connu, un sioniste convaincu. Et il condamnait, c'était dans une discussion privée, il condamnait Norman Finkelstein comme étant antisémite. Norman qui est juif, dont les parents ont survécu à la Shoah, mais qui ont malgré tout été emprisonnés.
Et encore une fois, c'est typique de ces extrémistes sionistes qui veulent s'arroger le droit de décider qui est juif, qui ne l'est pas, et qui, ce faisant, finissent par justifier ce genre d'attaques horribles contre des enfants. Oui. Larry, la chaîne 14 en Israël a rapporté que l'appareil de défense israélien se prépare à une possible reprise des opérations militaires contre Ti et Saleh au Yémen et qu'ils mettent à jour leur plan d'opération. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi envisager d'attaquer à nouveau le Yémen? Eh bien, pour l'instant, ils n'ont aucune raison de le faire. Ils pourraient éventuellement en inventer une, par exemple, en disant que les Houthis ont lancé des missiles balistiques sur Israël, ce qu'ils pourraient effectivement faire. Mais encore une fois, pour le moment, il n'y a aucune justification. On dirait qu'à cause du Liban, ils ne peuvent plus agir, à cause du protocole d'accord et de tout ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Ils ne peuvent plus lancer d'attaque contre le Liban. Alors tournons-nous vers le Yémen. Voyons comment on peut faire échouer tout ça, les discussions, tout ce qui est en cours. Mais ce serait sans doute une erreur de leur part de faire ça, tout simplement parce que les Yéménites vont riposter. Et dans cette riposte, ils infligeront des dégâts importants à Israël. En fait, encore une fois, c'est un peu le cas d'Israël qui veut en faire plus qu'il ne peut gérer. Oui. Larry, enfin, on a vu le président iranien se rendre au Pakistan. Et ce qui a été dit là-bas est important. C'est exactement ce dont on parlait dans ce podcast, à plusieurs reprises d'ailleurs, à propos de la nouvelle structure de sécurité dans la région. Et le président iranien en a parlé au Pakistan. Mais quand on regarde la relation entre les deux pays et la réaction, je ne sais pas vraiment laquelle, d'après tes sources, toi qui échanges avec des contacts pakistanais, comment perçoivent-ils la situation entre l'Iran et le Pakistan? Et en quoi tout ça pourrait, d'une manière ou d'une autre, contribuer à renforcer la structure de sécurité dans la région? Oui, en fait, les relations entre le Pakistan et l'Iran n'ont pas toujours été bonnes. Il y a toujours eu des tensions, parfois à cause du sentiment côté pakistanais que l'Iran ne réagissait pas assez fermement face aux menaces terroristes baloutches, et ainsi de suite. Mais une fois que l'attaque contre l'Iran a eu lieu, le 28 février, le Pakistan a changé d'attitude. Et surtout après l'assassinat de celui qui était alors président du Parlement, Ali Larijani, le Pakistan a pris contact avec les services de renseignement et les responsables politiques iraniens. Ils leur ont dit, écoutez, on sait comment vous êtes pris pour cible. On sait ce que font les Israéliens pour repérer vos agents et les éliminer. L'Iran a accepté cette aide et on remarque que depuis, il n'y a plus d'assassinats très médiatisés de ce type. Le Pakistan a donc joué un rôle important pour empêcher cela. Leur rôle dans les discussions, dimanche dernier en Suisse, a aussi été déterminant. Ils sont intervenus à 3 reprises, simplement pour empêcher les Iraniens de quitter la table face aux insultes de Donald Trump. En même temps, ils ont réuni les autres ministres des Affaires étrangères d'Égypte, d'Arabie saoudite et de Turquie dans le but précis de parler de la construction d'une nouvelle architecture de sécurité pour le Golfe. Donc, le Pakistan. Je pense que les Iraniens ont fini par reconnaître que le Pakistan agit comme un médiateur honnête dans cet accord, qu'il n'est plus disposé à servir les intérêts des États-Unis, et qu'il est vraiment sérieux et sincère, non seulement pour aider l'Iran à survivre, mais aussi, au-delà de ça, pour bâtir une nouvelle architecture de sécurité qui protégera non seulement l'Iran, mais aussi l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Égypte.
Axios a rapporté aujourd'hui qu'il y a eu une rencontre entre les deux parties, le Liban et Israël. Apparemment, elle s'est terminée sans aucun progrès. Et je me demande, quel est vraiment l'objectif principal de ces discussions, alors que le gouvernement libanais n'est pas, en réalité, responsable d'une quelconque confrontation avec Israël? Est-ce que vous pensez qu'à un moment, ils vont peut-être faire entrer le Hezbollah ou d'autres acteurs importants au Liban dans ces discussions? Et puis, il y a un autre point, Larry. On a vu que le président libanais a déclaré qu'Israël devait se retirer totalement du Liban. Peut-être que cela a été encouragé par les États-Unis, parce qu'on sait bien que ce président n'est pas totalement indépendant. Comment vous voyez la situation entre les deux pays, alors qu'Israël semble nier vouloir revenir, en 2024, à une sorte de cessez-le-feu, avec un retrait partiel de certaines régions, mais pas un retrait complet du Liban? Écoutez, je pense que leur objectif initial, c'était de voir s'ils pouvaient avancer un peu avec les Libanais pour s'en prendre au Hezbollah. Et je crois que le gouvernement du président Aoun a répondu clairement « Non, on ne va pas faire ça ». Alors après ça, Israël doit trouver une solution, une manière de retirer ses forces sans donner l'impression de se retirer, puis accepter le nouvel accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah. Un accord qui durera éternellement. Jusqu'à la prochaine crise politique interne en Israël, assez grave pour justifier une attaque à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, on a appris que Benjamin Netanyahou avait tenu une réunion de sécurité avec son cabinet à propos de la situation entre la Syrie et le Liban. Ils craignent que les États-Unis fassent entrer des forces syriennes au Liban pour, d'une manière ou d'une autre, les en faire sortir. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais il semble que les Israéliens prennent ça très au sérieux. Je ne vois pas comment la Syrie pourrait faire ça. Je sais que Trump en a parlé ouvertement, mais c'est absurde. L'armée syrienne n'a pas la capacité logistique pour soutenir ou maintenir une telle opération. Donc vous savez, ces troupes n'ont pas de pouvoir magique. Elles doivent se débrouiller seules, et franchement, elles n'ont tout simplement pas la puissance nécessaire. Et le Hezbollah, lui, a déjà toute l'infrastructure en place pour les vaincre. Alors vous voyez, je ne crois pas du tout que ça puisse arriver. Ça pourrait servir d'excuse à Donald Trump pour utiliser cet argument. Avec Donald Trump, tout est possible. Et c'est bien ça, le problème. Eh bien, vous savez, encore une fois, Trump a un problème. Il a fait beaucoup de promesses et il ne veut pas admettre que dans les faits, c'est toujours l'Iran qui détient les clés. L'Iran garde la main sur l'agenda et avec le soutien du Pakistan, c'est là tout l'enjeu. Est-ce qu'ils ont parlé au Pakistan de l'Arabie saoudite aussi? Ou bien c'est uniquement de l'Iran dont il est question? Oui, en fait, c'est vendredi que Sharif et Munir s'envolent pour l'Arabie saoudite, pour, je crois, finaliser l'accord visant à offrir, si on peut dire, un parapluie nucléaire aux Saoudiens. Donc le Pakistan joue en ce moment un rôle majeur dans la réorganisation de tout l'équilibre sécuritaire régional. Aujourd'hui, le président du Parlement iranien était à Bakou, en Azerbaïdjan. Il a déclaré que la sécurité d'un pays ne peut pas se faire au détriment de l'insécurité des autres. En gros, si vous voulez, cette question revient souvent parce que beaucoup de gens affirment que l'Iran cherche à dominer la région, qu'il veut devenir une sorte de superpuissance. Mais ce n'est pas le cas.
en tout cas pas du côté du gouvernement iranien. On ne voit aucun signe montrant qu'il voudrait agir contre l'un de ces pays qui avaient été utilisés contre l'Iran pendant la guerre. D'accord. Et selon vous, comment ce discours va-t-il être perçu par le gouvernement pakistanais? Est-ce qu'ils comprennent la position iranienne? Quel programme? Un agenda pour dominer la région. Ça va pas. L'Iran qui dominerait la région. L'Iran qui dominerait la région. Ça, c'est le récit occidental. Mais c'est pas celui de l'Iran. Ce n'est pas seulement le discours occidental. On l'entend aussi au Koweït, aux Émirats arabes unis et peut-être même à Bahreïn. Oui, ils ne font que répéter. Ils répètent ce qu'ils entendent de l'Occident. Mais l'Iran a montré qu'il ne cherche pas à dominer un pays dans le Golfe Persique. Il cherche plutôt des partenariats, notamment avec le Qatar. Et justement, c'est sans doute le dernier pays qu'on pourrait imaginer tomber dans, disons, un piège de servitude ou devenir le vassal de l'Iran. Ce n'est pas l'Iran. Ce n'est pas comme ça que l'Iran agit. Quelle est la mission de Rubio aux Émirats arabes unis et au Koweït? On a l'impression que pendant les discussions ou les négociations, ils ont été tenus un peu à l'écart. Ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. C'est pour ça qu'il est là-bas, ou bien il y a autre chose derrière. Non. Je pense que c'est pour ça qu'il est là. Tu as entendu Mark Rutte, Larry, aujourd'hui parler de ça? Non, j'ai pas entendu ça. J'ai vu qu'il était à la télé avec Trump. Je l'ai juste aperçu en arrière-plan. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Oui, il a dit que 500 avions militaires américains avaient décollé de bases en Italie pour participer à des attaques menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Et ensuite, l'Italie a déclaré que non, c'était faux, qu'il mentait. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, et qu'il nous donne des informations qu'on ne connaissait pas avant. Et l'Italie, d'une certaine façon, est un peu en panique à cause de ça. En ce moment, ils ont besoin du détroit d'Ormuz. Et on voit le secrétaire général de l'OTAN sortir et parler de cette manière. C'est un énorme coup, un vrai problème pour l'Italie. Bon, j'essaie juste de voir quelle est la distance de vol. D'accord, donc environ 1480 milles. Si un F-35 décollait d'Italie, ou même un F-16, le F-35 a une autonomie d'environ 500 milles. Donc s'ils essayent de rentrer sans charge de combat, disons autour de 600 milles, ils vont devoir être ravitaillés au moins 2 fois s'ils partent de là pour aller jusqu'en Iran puis revenir. Donc au total, ça fait au moins 4 ravitaillements en vol, 2 à l'aller et 2 au retour, ou l'inverse. Oui, ça se tient. Oui, il a aussi dit qu'entre 4 et 5 000 vols militaires avaient été effectués depuis différentes bases européennes pour soutenir les opérations contre l'Iran. On a l'impression que toute l'Europe participait et apportait son aide. Tu sais, j'ai entendu dire qu'ils commençaient maintenant à prendre leur distance avec ça, donc... Ce type a tout simplement tout détruit. Je pense qu'il est sorti et qu'il a révélé des informations qui ne plaisent pas à certains pays. C'est pour ça qu'on voit l'Italie réagir en disant « Ah non, ce n'est pas nous ». Parce que cette guerre n'a pas été une sorte de gain, ni une victoire à laquelle on aurait envie de participer. Si ça avait été une victoire, là oui, ce serait logique qu'il parle comme ça. Mais puisque cette guerre a été une défaite pour les États-Unis et pour Israël, pourquoi publier ce genre d'informations?
Est-ce que ça vient de la stupidité ou bien, plutôt de la propagande, une façon d'essayer de se mettre en avant pour paraître plus important qu'on ne l'était vraiment? Mais ça, c'était... je n'ai pas... C'est ce que Ruto disait aujourd'hui, non? Oui, je pense que la principale raison pour laquelle l'Europe fait ça, c'est à cause du détroit d'Ormuz. Ils ne pouvaient pas participer. Ils ont subi beaucoup de pression de la part de Fox News, de ces gens qui soutiennent Donald Trump, qui disaient « Vous, dans le détroit d'Ormuz, vous n'avez rien fait. » Et lui a répondu « Non, c'est nous qui l'avons fait. Ils ont utilisé nos bases pour attaquer l'Iran. » Je veux dire, qu'est-ce qu'ils étaient censés faire? Envoyer des navires pour se faire couler? Ce n'est pas une mission militaire impossible, non? Mais c'est le genre d'opération qui demanderait énormément de moyens, avec des risques, des pertes potentielles importantes, du personnel, des navires et bien d'autres choses encore. Alors à ce moment-là, il faut prendre du recul et se demander à quel point ce morceau de territoire est-il important pour nous? Est-ce que c'est vraiment crucial? Est-ce qu'on doit absolument le prendre, quoi qu'il en coûte? Parce que quoi qu'il en coûte, ça peut vouloir dire beaucoup de pertes de notre côté. Est-ce qu'on va connaître les pertes du côté des États-Unis pendant la guerre? Qui est chargé de publier ces informations? Oui. Eh bien non, ça c'est clairement soit le bureau du président, soit celui du secrétaire à la guerre. C'est à eux de le publier. Et je pense qu'ils ont caché beaucoup de pertes. C'est l'impression que j'en ai. Le nouveau rapport de CBS News indique que plusieurs soldats américains ont été blessés le 1er mars. Dans cet incident de mars, quand un drone iranien a frappé la base américaine au Koweït, au port de Shuaïba, ou quelque chose comme ça, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, avait déclaré qu'environ 90% des quelques 400 militaires blessés n'avaient subi que des blessures légères. Mais d'après les nouveaux rapports, ce n'était pas le cas. Ces personnes vont finir par parler. Ils ne pourront pas le cacher éternellement. Et vous savez, ils ont peut-être même intérêt maintenant à le faire fuiter pour renforcer l'opposition à la poursuite de l'implication dans la guerre, en gros pour saboter Israël. C'est une possibilité un peu tirée par les cheveux peut-être.